Voilà, donc comme Hélène vous l'a dit, je suis kiné spécialisée en éducation de la main, du poignet, également du coude. Voilà, donc j'exerce à Lyon, je suis membre du GEMSOR et j'ai une page Instagram peut-être pour ceux qui connaissent, sur la rééducation de la main, du poignet, mais je fais également des vidéos sur le coude. Et je suis très contente de présenter vos IFK, merci Hélène Parmentier de m'avoir proposé. Alors, moi aujourd'hui je vais vous parler des épicondylalgies, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on voit ces derniers temps dans la littérature, donc sur ces 10 dernières années. Alors il faut savoir qu'on n'est pas toujours très avancé sur cette pathologie, c'est encore peu connu et malheureusement il n'y a pas de consensus sur la rééducation. Et il faut savoir que parfois les traitements conservateurs aboutiront à des échecs, peut-être parce que le diagnostic initial n'était pas le bon. Donc je vais vous parler de tout ça. Donc moi je vais vous reparler un petit peu donc, de la terminologie. En effet, vous entendez sûrement le terme épicondylite. Je vais vous parler des causes, du diagnostic, particulièrement du diagnostic différentiel, et également du traitement kiné, du traitement conservateur, et un petit mot sur le traitement chirurgical. Je ne suis pas chirurgienne, mais voilà, quelques notions. Donc voilà, rappels généraux sur cette pathologie. L'épicondylalgie, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, une douleur de l'épicondyle latérale, qui est causée donc par une dégénérescence focale du tendon du court extenseur radial du carpe. Alors il faut savoir que c'est ce muscle-là qui est donc la cause des douleurs, et l'extenseur commun des doigts a des insertions communes avec lui, donc de fait peut être la cause de la douleur également au niveau de cette épicondyle. Cela va engendrer évidemment des douleurs et des gênes fonctionnelles importantes. Alors je n'ai pas développé le sujet, mais du coup ça rejoint en effet pareil les TMS, donc c'est inscrit, les épicondylalgies sont inscrites au tableau 57 des maladies professionnelles. Ça représente le TMS le plus courant au niveau du coude. Donc c'est important de bien éduquer nos patients pour qu'ils puissent retourner au travail. Alors, pourquoi on utilisait le terme épicondylite et pourquoi actuellement on parle d'épicondylalgie? Eh bien tout simplement parce que dans la plupart du temps, il n'y a absolument pas d'inflammation qui est retrouvée au niveau des tendons. Il s'agit plutôt d'une tendinose, donc c'est décrit comme ça en anglais, du coup il parle en effet de tendinose. Et donc c'est un processus qui est dégénératif. Donc le terme épicondylite ne doit plus être utilisé puisque ce n'est pas une pathologie inflammatoire. On va reparler des anti-inflammatoires justement après et comprendre du coup leur nom d'intérêt. Donc comment cette tendinopathie va se développer? Eh bien elle est secondaire à des micro-traumatismes répétitifs. C'est pour ça que c'est une pathologie qui est dégénérative et donc ça va être des blessures de surmenage avec des activités de prévention répétitives, travail, loisirs, sport, etc. Donc comme vous le voyez toujours sur le tableau 57, excusez-moi. Donc ça va être des travaux qui comportent habituellement des mouvements répétés de pronation et ou d'extension de la main et de l'avant-bras, des mouvements de pronosupination spécifiquement. Juste, on appelle ça le tennis elbow, mais il faut savoir qu'il n'y a seulement que 5 à 10% des patients qui ont des épicondylalgies latérales qui font du tennis. Donc c'est pareil, il faudrait peut-être changer de nom parce que c'est pas vraiment la peine. Le diagnostic, quel est-il? Eh bien, la plupart des cas, il sera clinique évidemment, puisqu'on aura des symptômes qui seront assez parlants. En effet, le patient il décrira donc des douleurs et des sensations de brûlure au niveau de l'épicondyle latéral, donc vraiment sur l'os, avec quand on appuie donc sur l'épicondyle latéral, avec une sensation de bleu, et vraiment au niveau de l'os. Et il aura également une diminution de force à la préhension et parfois des douleurs associées justement dans des mouvements de préhension. Le diagnostic clinique sera confirmé par une palpation évidemment de l'épicondyle latéral et une douleur à la contraction contrariée donc de l'extenseur commun des doigts. On va uniquement demander une contraction contrariée de D3 et D4 afin d'isoler l'extenseur commun des doigts. Pourquoi? Puisque nous avons un extenseur propre de D2, un extenseur propre de D5. Et évidemment une contraction contrariée du court extenseur radial du carpe. Diagnostic différentiel, j'attire votre attention sur ce fameux diagnostic différentiel qui, comme je vous disais, à mon avis, est la cause de pas mal d'échecs de traitement conservateur de cette fameuse épicondylalgie latérale. Si ça n'en est pas une, forcément, ça ne guérit pas. Donc voilà, on ne confond pas une épicondylalgie latérale avec, entre autres, une souffrance du nerf radial. Vous verrez qu'il y a bien d'autres diagnostics différentiels. Donc il peut y avoir, entre autres, un syndrome du tunnel radial avec une compression sur l'arcade de Froese, etc. Donc pour cela, nous pourrons proposer des tests de mécanosensibilité du nerf radial qui nous permettra de savoir si la douleur est due à la mise en tension du nerf ou si elle est due donc à la mise en tension des épicondyliens. Afin de faire la différence, le distinguo, on va tout simplement demander au patient des mouvements de la tête ou de l'épaule, etc. pour voir si en effet votre patient, vous mettez donc dans cette position, s'il incline la tête et ça lui déclenche les douleurs, ce ne sera sûrement pas les épicondyliens à partir du moment où quand il relâche, il n'a plus mal. On pourra également faire une recherche de perte de fonction du nerf au niveau sensitif, au niveau moteur, etc. Un petit mot quand même sur le nerf radial, il faut savoir qu'il ne donne pas de douleur neuropathique à proprement parler, contrairement par exemple au nerf ulnaire ou au nerf médian, où vraiment on aura des paresthésies, etc. Et bien du coup, le nerf radial, il n'y aura pas de paresthésie, il n'y aura pas forcément un trajet précis du dermatome, etc. C'est plutôt des douleurs
qui ressemblent un petit peu à des douleurs mécaniques. Donc c'est pour ça que c'est pas évident justement de faire ce diagnostic différentiel. Vous savez également que ça peut tout à fait être des causes cervicales, des STTV, etc. Si vous voulez aller plus loin sur le diagnostic différentiel, il y a ce tableau qui est très bien, qui résume donc toutes les causes possibles des douleurs à ce niveau-là. Un article très intéressant que je vous conseille d'ailleurs. Les examens complémentaires, eh bien, en effet, ils ne sont pas toujours nécessaires, mais ils seront intéressants pour la recherche d'un diagnostic différentiel ou d'une cause d'épicondylalgie qui pourrait passer inaperçue. Alors, on peut en effet proposer l'EMG, je rejoins ce qu'a dit Thierry Marc. En fait, c'est vrai que les symptômes cliniques nous sont déjà de très bonnes indications, enfin, l'évaluation clinique. Éventuellement, voilà, si on a des suspicions, des grosses fibres, etc. L'échographie, donc vous voyez, la sensibilité, spécificité n'est pas incroyable, mais ça peut plutôt permettre de faire un diagnostic différentiel à la recherche, par exemple, d'un kyste mucoïde. Et on peut proposer aussi donc, une IRM à nos patients, puisqu'il peut s'agir d'un plica. Donc, comme vous l'expliquait le docteur Ferrand, là vous l'avez vu en arthroscopie, donc c'est parfait, vous savez à quoi ça ressemble. En effet, une plica peut exister au niveau du coude, ça peut également être de l'arthrose qui serait passée inaperçue. Exemple de l'arthrose de tête radiale, bah, ça va faire mal dans le même coin, donc ça peut être une douleur qui va diffuser. Donc voilà, les examens complémentaires nous servent plutôt globalement à faire un diagnostic différentiel. Quelle évolution? Eh bien, il faut savoir qu'avec les traitements conservateurs, ou pas d'ailleurs, dans la majorité des cas, les patients iront mieux à 1 an. En effet, c'est même spontanément résolutif, donc 80% d'amélioration, voire disparition des symptômes. Les 20% restants, eh bien, que se passe-t-il? Est-ce qu'on a bien fait le diagnostic initial? Mais il faut quand même savoir qu'il y aura des patients qui auront eu le bon diagnostic, mais qui seront de mauvais pronostics, puisqu'ils sont travailleurs manuels, puisqu'ils ont beaucoup de pronation, des ports de charge lourds au quotidien, des mouvements répétés, enseignement supérieur dominant aussi c'est un moins bon pronostic, des niveaux de douleur plus élevés et des mauvais mécanismes de contrôle du membre supérieur, donc peut-être quelques conseils d'ergonomie. Et donc voilà, seulement 3 à 11% des patients ont finalement besoin d'une intervention chirurgicale. Alors, quel traitement pouvons-nous proposer? Donc là, c'est la partie qui va nous intéresser en tant que kiné. Et bien malheureusement, je n'ai pas la réponse magique à cette question. Il n'y a toujours pas de preuve forte concernant le traitement conservateur de cette pathologie. Donc là, je vais vous faire un petit tableau récapitulatif de ce qu'on trouve dans la littérature. Donc en gros, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un bon niveau de preuve des exercices actifs. Il faut savoir qu'on ne sait pas vraiment sous quelle forme, ni l'intensité, est-ce que c'est l'excentrique, est-ce que c'est l'isométrique. On ne sait pas vraiment non plus donner de posologie exacte des exercices. On sait juste que les patients qui font l'exercice actif récupéreront plus vite que les patients qui restent au repos. Et également, l'éducation thérapeutique a tout son intérêt. Alors tout d'abord pour rassurer le patient et lui dire que c'est une pathologie qui guérit dans la plupart des cas. Donc les facteurs psy n'ont pas vraiment été démontrés sur cette pathologie, mais il est quand même vraiment très important pour n'importe quelle pathologie de toute manière de rassurer vos patients sur l'issue de sa guérison. Et évidemment, des conseils d'ergonomie, éviter ces fameuses fins de pronation, les souris verticales que vous connaissez tous, etc. Niveau bas de preuve, voire absence de niveau de preuve, donc les attelles, il y a les attelles en extension de poignet, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, il y a les bracelets épicondyliens. Donc voilà, c'est pareil, a priori ça soulagerait à court terme, mais pas d'effet à long terme. Les injections de PRP, donc c'est pareil dans la littérature, il y en a qui disent que c'est très efficace, d'autres moins. Là, juste, je vous ai mis un petit mot sur les injections de cellules souches, donc qui sont prélevées dans le tissu adipeux, donc il n'y a pas encore d'études sur le sujet, mais c'est en cours, alors peut-être que vous verrez apparaître ça dans l'avenir. Les étirements, pareil, pas de preuve forte, le MTP non plus. Thérapie manuelle, ça soulagerait un petit peu à court terme, mais pas d'effet sur le long terme. Les ondes de choc, le laser, physiothérapie, ultrasons, etc., pas de preuve forte. Donc voilà, là c'est la référence de tout ce que je viens de vous dire à l'instant. Les références. Fini. J'ai presque fini. Donc voilà, justement, un petit mot sur les anti-inflammatoires, puisqu'en effet, on a dit que c'était une pathologie qui n'était pas inflammatoire. Donc forcément, les injections cortisanes, en fait, les patients ressentent un bénéfice à court terme, mais non seulement ils n'ont pas de bénéfice à long terme, voire dans certaines études, ils disent que les patients sont empirés à long terme. Donc c'est carrément un facteur de mauvais pronostic d'avoir des injections de cortisone. Également pour les EINS, c'est pareil, on les utilise beaucoup en première intention. Les patients ils pensent qu'ils ont une tendinite, une épicondylite, ils prennent des anti-inflammatoires et en fait il n'y a pas d'efficacité à long terme. Et donc voilà, comme je vous ai dit, c'est même des facteurs de mauvais pronostic, ça fait partie des facteurs aggravants. Et donc voilà, juste un tout petit mot sur le traitement chirurgical. Donc quel cas on va opérer nos patients? Et bien c'est uniquement dans des cas où les patients auront fait 6
minimum de chez minimum, 6 mois à 12 mois, et vous comprenez bien que 12 mois c'est 1 an, donc c'est le moment où l'évolution naturelle de la maladie fait que les patients vont mieux, de traitement conservateur, voire de repos bien conduit. Le traitement, ça va être un débridement du tissu malade au niveau du court extenseur radial du carpe et éventuellement l'extenseur plan des doigts. Donc, je ne vais pas en parler beaucoup parce que je gère rien. Et juste un petit mot, donc pareil, on est plus à la tendance de l'arthroscopie, qui a un intérêt léger par rapport à la chirurgie acide ouverte. Évidemment, comme vous l'expliquait le docteur Ferrand, déjà les cicatrices sont toutes petites, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont une très bonne visualisation du coude. Et justement, ça permet vraiment de faire un diagnostic différentiel, et pourquoi pas évaluer s'il n'y a pas un corps étranger, une plica, etc. Et aussi, les patients qui sont opérés par arthroscopie ont une reprise de travail plus tôt. C'est fini. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Donc déjà, il faut vraiment arrêter ces fameux traitements anti-inflammatoires qu'on donne tout le temps, enfin pas tout le temps, mais souvent, excusez-moi, aux patients qui ont des épicondylalgies, puisque ça risque de les aggraver. Vraiment, gardez bien en tête l'importance du diagnostic différentiel. Si votre patient ne va pas mieux, c'est peut-être que vous n'êtes vraiment pas sur la bonne voie. Et enfin, il faudra proposer systématiquement à vos patients des exercices actifs qui seront adaptés à lui, donc peut-être à son métier, à ses loisirs et puis à ce qu'il est capable de faire. Il faudra que ce soit régulier et que le patient fasse des exercices à la maison. J'ai fini ma bibliographie. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis disponible.